Et bonjour à tous, vous êtes sur TGS TV, c'est dimanche, bienvenue à Toulouse, bienvenue tout le monde. Alors aujourd'hui on va commencer la journée avec toi Paul, salut, comment bonjour, ça va va bien. Donc Paul Super. QC, voilà, cofondateur de Dolphin Software. Oui, mais Fut un temps. Il fut un temps. Qu'est-ce que tu fais pour de les beau moins aujourd'hui que les moins de 20 ans. Ah bah là Ne c'est peut moins de pas 20 ans, connaître. moins de 30 ans, non je plaisante. Qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui, dis-moi? Actuellement, je suis développeur indépendant. Et donc j'ai la chance de bosser chez moi et d'avoir des projets qui sont signés par un éditeur. Je travaille avec Microïd principalement. Et donc voilà, plutôt retour à mes anciennes amours et puis manière de travailler d'il y a 30 ans. Un peu comme au début. Comme au début, voilà. C'est la boucle qui se boucle. Alors justement, c'était quoi de travailler dans les années 90, de faire du développement de jeux vidéo? Comment c'était cette ambiance à l'époque? Déjà c'était un rêve parce que se dire on va faire du jeu vidéo à l'époque, très peu de gens connaissaient. Donc personne ne comprenait trop ce que c'était. Tu allais voir ton banquier en disant ouais je voudrais travailler chez moi et faire un truc. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est, ouais, donc oui, c'était un peu spécial, mais en même temps c'était génial parce que tout était nouveau. On n'avait pas 10 000 AAA qui faisaient. À chaque fois qu'on faisait un jeu, potentiellement c'était un AAA, même si on était tout seul. Et puis il y avait cette liberté de faire les jeux qu'on voulait, les projets qu'on veut. On a une idée, on l'a fait, et finalement il y a très peu de concurrence parce que tout le monde a envie de faire des choses, mais en même temps c'est le début. Il n'y a pas énormément de projets qui se font, donc c'était intéressant. Puis à Paris, on avait les petites boutiques de jeux vidéo. indépendante, ouais, bien sûr, qui vendaient des jeux en import US, en import d'Angleterre, etc. Et donc on était des passionnés, on allait là, et c'est comme ça qu'on se rencontrait. Moi j'ai rencontré Denis Mercier dans une boutique. Dans une boutique comme ça, et on était juste des fans, on achetait des jeux, et on en rêvait bien sûr de faire notre propre jeu. À un moment, ouais. Voilà, c'est comme ça que c'est. Ah, il est graphiste, moi je suis programmeur, toi tu fais du son, ok super, on va faire un truc. Et on a bricolé ça, et puis on a amené ça à un éditeur. Et en fait l'éditeur nous a dit ouais, ah oui. Il a dit, vous avez un beau truc, c'est intéressant. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et c'est comme ça que ça a commencé, le tout premier jeu que tu as développé? Ouais, le tout premier jeu c'était juste ça. C'était un projet d'étudiant en fait, parce que j'ai fait des études d'informatique, mais la gestion ça m'intéressait pas. Donc, je passais plus de temps dans la salle micro à jouer à des jeux à l'époque. Il y avait un vieil Apple II qui était génial. Et donc c'est comme ça que j'ai eu la passion des jeux vidéo. Et voilà, le rêve de faire un jeu s'est concrétisé. J'aurais jamais cru que j'en ferais mon métier et que je pourrais travailler dans le jeu vidéo, parce que ça n'existait pas. On ne travaillait pas dans le jeu vidéo à l'époque. Il n'y avait pas de carrière. Alors justement, tu es un peu rentré dans l'histoire du jeu vidéo, surtout français, parce que Flashback, titre international, l'un des jeux les plus vendus à l'étranger français, rentré dans le Guinness Book, c'est ouais, à l'époque c'était vachement important. Ouais. Et on a eu de la chance, c'était un parcours qui s'est fait en progression, c'est pas du premier coup, on n'est pas juste arrivé, on a fait un jeu c'était une conséquence en fait des jeux précédents. Des jeux d'aventure que j'avais pu faire avec différentes personnes et des différentes collaborations en fait, que j'ai pu avoir, et au final Flashback ça a été un moment, parce qu'en plus on sortait de l'ère Amiga, Atari, et on est allé dans la console, et c'est le premier jeu console en fait de Dolphin Software à l'époque, et ça a été très très bien accueilli. Alors c'était quoi le langage de développement à l'époque? Parce qu'aujourd'hui on travaille sur du Java, sur du C#, des trucs comme ça. Ouais, là c'était de l'assembleur. Ouais, t'es en assembleur, bas niveau à l'ancienne quoi. Limite ton code bit par bit, c'est ça? C'était presque ça, les graphismes c'était bit par bit, c'était pixel par pixel quoi. Il y avait un logiciel qui s'appelait Deluxe Paint, qui était un logiciel où il n'y avait même pas 256 couleurs, c'était des palettes. Oui, c'était des palettes, c'était en EGA, les écrans noir et blanc, tout ça. Ouais, sur les consoles, je crois qu'il y avait 4 palettes de 16 couleurs quoi. Donc il fallait se débrouiller avec ça et les placer les pixels au bon endroit, parce que si tu mettais le mauvais pixel au mauvais moment, en fait ton personnage il avait tout d'un coup un gros cocard à l'œil.
parce que en fait son visage il faisait pas plus de 5 pixels par 5 pixels. Oui, bah, surtout, bon, à la limite, sur un jeu comme Prince of Persia, c'est pas trop visible, du moins le tout premier. Moi je me souviens avoir joué à ce jeu, c'était dans les années 90, c'était sur PC, j'avais un écran EGA, les bons vieux PC à l'ancienne, quoi, en noir et blanc. Wow, quand Flashback est sorti, on a une espèce de 3D déjà qui commence à être intégrée. Toutes ces innovations technologiques, comment ça a été géré derrière? Je veux dire, c'est combien de temps de travail, c'est combien de technologies qui sont C'était assez long parce qu'en fait, rien n'existait, il n'y avait pas d'outils, il fallait tout inventer, donc tout écrire soi-même. Et puis faire des recherches, on a beaucoup cherché avant de faire Flashback. L'animation par exemple, c'est quelque chose qui nous a pris beaucoup de temps parce que le problème c'était d'arriver à filmer un personnage et de le retranscrire de manière à ce que ce soit très fluide, mais c'était qu'une partie de l'équation parce qu'en fait quand on a beaucoup d'images, on se retrouve avec le problème, un autre problème, c'est que ça ne rentre pas en mémoire. Donc en fait, il y avait tellement d'images. Oui, il y avait un problème de taille. Il y avait un problème de taille à l'époque. Il y avait tellement. L'espace était très 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 restreint. Alors, je sais plus quelle taille il faisait Flashback en Flashback, mégaoctet. Il faisait alors en mégaoctet. Tu te souviens hein, je crois qu'il faisait 24 mégabits, ça veut dire qu'il faisait 8 mégaoctets. Ouais. Ouais, c'est quoi? C'est 4 disquettes 3 mégaoctets, voilà. 3-4 disquettes à l'époque. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'était vraiment tout petit. Hein. Les disquettes faisaient 512K, les premières. Après, après un méga 44 pour les suites. Méga, ouais, c'était pas énorme. Et sur cartouche, on était limité parce qu'en fait, le jeu principal était fait sur Mega Drive. Et donc, on avait vraiment. Et à l'époque, on avait l'une des plus grosses cartouches qui existent sur le marché, qui était la 24 mégabits, qui était la cartouche qui arrivait sur la fin de vie de la Mega Drive, qui étaient vraiment les plus grosses. Et malgré ça, on a dû compresser en fait chaque image, chaque partie pour que ça puisse tenir en mémoire. Et qui dit compresser, dit décompresser, donc ça veut dire que en temps réel, tu décompresses. Non, mais on faisait en temps réel. C'est-à-dire qu'on avait des algorithmes qui allaient décompresser les images en fonction des sprites des ennemis dont on avait besoin, etc. Donc tout ça, c'était un assembleur, c'était très complexe à mettre en place. Donc il y avait pas mal de. En fait, c'était en plus du côté artistique, c'était un peu un exploit technologique à l'époque d'arriver à avoir une animation aussi fluide sur une petite console. Tout en étant en train de décompresser, recompresser. C'est ça. Et gérer la logique du jeu, etc. La mise en RAM, tout ça. Enfin, c'était assez dense. Combien de temps de travail, tu sais? C'était 2 ans. 2 ans de boulot. 2 ans, et à l'époque avec une équipe de peut-être une dizaine de personnes, ce qui était déjà gros pour une équipe de dev. La plupart du temps, c'était 3-4 personnes. On dépasse les milliers d'heures facilement de travail sur ce. Mais c'était jour et nuit. Tu le vois comment l'avenir du jeu vidéo? Je crois que l'avenir du jeu vidéo s'annonce bien parce qu'il y a quand même plein d'innovations qui sont extraordinaires, quoi. Entre la VR, entre la réalité augmentée. Moi je crois encore plus à la réalité augmentée qu'à la VR. Parce que je pense que le fait de voir la réalité mais modifiée par l'ordinateur, c'est quelque chose qui va amener au-delà même du jeu, vraiment une manière de vivre les choses, quoi. Et d'avancer autour de ça. T'as les inspirations niveau cinématographique ou littéraire? Toujours, oui. Moi, je suis toujours inspiré par le cinéma, et par la science-fiction principalement, parce que c'est mon dada. Et puis, je pense qu'on va connaître, là on a de la chance, tous les jeunes qui ont de la chance de connaître des trucs assez extraordinaires dans les années qui viennent. Au niveau science-fiction, là, on est bien servi. On est super bien servi. Moi, je me souviens dans Flashback, je ressens l'ambiance répliquant en fait, un petit peu ce côté très science-fiction, années 70-80, qui ressort véritablement du jeu vidéo. Est-ce qu'on n'a pas perdu un peu ce recul sur la science-fiction aujourd'hui? Je crois que la science-fiction, c'est souvent un peu comme une mode, ça va, ça revient, et il y a des moments où effectivement il y a des choses qui sont plus fortes. On a peut-être moins de scénarios vraiment aussi originaux que ce qu'on a pu avoir dans les années 80 actuellement, ce qui fait que c'est peut-être parfois un peu, on peut avoir l'impression que c'est en perte de vitesse.
Et les effets spéciaux sont tellement aujourd'hui, tellement finalement passés, banalisés, que bon, on est plus dans de la science-action que de la science-fiction, ouais, c'est ça que je veux dire. On est vraiment on met un décorum l'espace et puis il faut que ça explose dans tous les sens. Alors que ce qui est intéressant dans d'anciens jeux ou même dans d'anciens films, quelque part, je trouve, c'est l'aspect aussi réflexion sur notre monde. Quand on lit l'œuvre de C. Clarke, c'est un petit peu ce qui ressort derrière. Certes, on a une action, un déroulé, une intrigue, mais on se retrouve aussi dans une réflexion sur notre monde. Sur qui on est, qu'est-ce qui fait qu'on est des humains, comment... Voilà, et ça, c'est une réflexion qu'on va avoir bientôt dans le futur, parce que on va être confronté à la réalité. C'est-à-dire que quand on va commencer à avoir des IA qui seront complètement réelles, et on a par exemple des machines qui ont commencé à passer le test, c'est le test de Turing. Le test de Turing, tout à fait. Et là, ça se fait flipper, parce qu'on se dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Du coup, ils arrivent à le passer, ça veut dire que ce sont des humains, et donc à ce moment-là, s'ils sont humains, quels sont leurs droits, etc. Donc surtout qu'on en est à un premier robot qui a eu la citoyenneté en Arabie Saoudite, je crois d'ailleurs. Un robot féminin selon le genre donné par les personnes qui l'ont défini, et disant voilà, citoyen. On a un premier robot citoyen dans le monde. À partir du moment où il est citoyen, il a des droits. Il a des droits, donc il a ce qu'il faut avec. Enfin bon. C'est un petit peu effrayant quand même de voir tout ça. La réflexion peut-être est de se dire, est-ce que justement on peut encore aujourd'hui dans le jeu vidéo poser ce genre de choses, poser ce type de réflexion-là, se mettre à réfléchir tout en jouant, plutôt que de passer un moment de défoulage complet en tuant des monstres, que ce soit dans un univers médiéval ou dans un univers futuriste, quelque part on est dans le défouloir, alors que la plupart des jeux vidéo à l'ancienne étaient non seulement un défouloir, mais aussi à un moment donné il y avait un message pour essayer de passer. Je pense que la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve confronté à de nombreux jeux qui sont des AAA et en fait qui cherchent juste à attirer des clients, et c'est de la vente, c'est de la vente, c'est du commerce, c'est normal, hein, c'est une industrie qui est devenue mature, et donc c'est comme au cinéma, il y a des films très grand public, et puis après il y a des gens qui cherchent, qui essaient de faire des choses différentes. Nous de notre côté, on trouve ça dans le jeu vidéo, dans la scène indé, où il y a effectivement un peu plus de vocation à peut-être privilégier des projets plus personnels, plus originaux. C'est pas forcément facile non plus, hein. On se rend compte aussi que dans la scène indé, souvent les projets qui marchent sont des projets qui sont un peu flashy, mais il y a aussi des très très bons projets qui amènent des choses. Donc, je ne pense pas que ce soit mort, c'est-à-dire que je crois qu'à partir du moment où il reste de la passion, et il y a des gens qui ont envie de faire des choses, on continuera à creuser et trouver des nouvelles idées, de nouvelles manières de réfléchir. Est-ce que tu penses qu'on peut parler comme le cinéma, on peut parler de jeux d'auteur par rapport au cinéma d'auteur? Oui, je pense complètement à ça, parce que je crois que les jeux qui ont de la personnalité sont des jeux principalement guidés par quelqu'un qui a une vision. Alors ça peut être une ou deux personnes, mais c'est des jeux... il faut avoir une vision pour pouvoir faire un jeu qui parle vraiment. Et dans les gros studios, c'est difficile parfois, mais il y a quand même des studios qui font des choses intéressantes. Donc je crois que tout dépend de comment la manière se construisent les projets. On peut toujours arriver à trouver parfois des pépites qui ressortent, et des gens qui, malgré le fait qu'ils sont obligés de gérer beaucoup de gens, arrivent quand même à créer des choses personnelles. Autour de ça. C'est beaucoup de jeunes nous écoutent. Tu es un ancien au niveau de la création du jeu vidéo. Est-ce que tu as des conseils d'anciens, de vieux sages, comme on dit, à leur donner pour ceux qui veulent créer un jeu vidéo, ceux qui voudraient, pourquoi pas, non seulement faire une carrière dedans, mais aussi peut-être créer un studio demain? Quels sont tes secrets là-dessus? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Je crois que le secret d'abord, c'est qu'il faut absolument aimer ça, quoi. La passion. La passion, c'est quelque chose que moi j'ai depuis le début et que je continue à avoir, parce que c'est vraiment l'éclate de pouvoir faire ce genre de choses. Et si on n'a pas la passion, c'est compliqué, quoi. Parce qu'il faut être prêt aussi à faire des sacrifices. Et oui, le temps, c'est pas facile, c'est le temps, l'argent, et une manière aussi il faut consacrer sa vie quelque part à ça, c'est-à-dire que
C'est pas juste je vais au boulot et puis le soir j'arrête et je déconnecte, quoi. On est à 120% tout le temps dessus, à réfléchir au concept, à ce qui va marcher, pourquoi ça marche pas, pourquoi j'ai un bug ici, qu'est-ce qui peut faire que ça fonctionne, etc. Donc ça c'est un investissement à 100% et des fois ta copine ou ta femme n'est pas spécialement d'accord parce qu'il faut amener les gosses, etc. Donc, et ça c'est toute une organisation de vie, donc, voilà, j'ai envie de faire ça. Donc, mais à partir du moment où il y a la passion et il y a vraiment l'envie de le faire, je pense que tout le monde peut y arriver, quoi. Tout le monde peut quelque part pousser les choses. Est-ce qu'on peut encore se disperser à faire tout? Parce que dans tes jeux vidéo, tu as écrit, tu as réalisé, tu as fait les graphiques, tu as développé. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'on est encore capable de faire ça? Je pense que oui. Je pense que oui. Je vois beaucoup d'indépendants qui travaillent sur des équipes très très limitées et qui font aussi beaucoup de choses. Donc je crois qu'on peut faire ça. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce que être bon en animation, être bon en graphisme, en programmation, en game design, ça commence à faire beaucoup, ça fait beaucoup de choses. Ouais. Mais en même temps, je trouve qu'avec les outils qu'on a aujourd'hui, avec Unity, avec Unreal, etc., on a quand même des outils gratuits qui sont géniaux. Oui, RPG Maker, des trucs comme ça, voilà, par exemple. Et qui permettent vraiment de s'exprimer. Donc, bien sûr, arriver ensuite à faire un truc qui dépote, je pense que c'est une question d'idée et une question de réfléchir différemment et d'essayer de trouver à chaque fois le truc qui fait que ça pourrait être bien, quoi. Et ça, je pense que c'est assez universel. Et avec les outils qu'on a, une petite équipe et quelqu'un qui a vraiment envie peut arriver à faire quelque chose de très très fort. Il y a encore la place. Quel est ton jeu indépendant du moment? Alors, à quoi j'ai joué récemment? Bah, il y avait Journey, mais ça c'est pas sûr. Je crois que tout le monde a joué à ça. J'ai joué à la suite aussi qui était intéressante. Il y avait aussi, je ne sais pas comment s'appelle ce jeu. C'est un jeu de tir en pixels, tu sais. Comment il s'appelle? Non, là je vois pas, non. J'allais dire Duck Hunter, non, ça c'est à l'ancienne. Limbo par exemple, moi j'ai beaucoup apprécié l'univers autour de Limbo, autour de tout ça. Après il y a des petits jeux sympas, je me souviens, alors, je me rappelle plus du tout du nom, mais un petit jeu par exemple où on commence, on est un petit astéroïde, après on doit manger des planètes, on finit en trou noir, enfin c'est plutôt rigolo en termes de choses. Il y a la plateforme Steam qui permet justement la diffusion de pas mal de jeux indépendants comme ça. Oui. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Est-ce que ne devrait pas diversifier les choses? Quel est ton retour d'expérience si tu en as un? J'ai pas trop d'expérience sur Steam en fait parce que c'est mon éditeur qui gère la plateforme, certains jeux pour moi. Mais je trouve que c'est à partir du moment où quelqu'un peut déposer un jeu et le faire publier avec un minimum d'intermédiaires, je trouve que c'est génial. C'est mieux pour le jeu d'auteur justement. C'est mieux pour le public aussi parce que il peut très très rapidement accéder à des projets qui débutent parce qu'ils ont cette histoire de Greenlight par exemple qui permet alors je ne sais plus si c'est encore d'actualité mais qui permet justement à un auteur de présenter un jeu et de le faire valider en fait par la communauté et d'avoir déjà s'il y a des gens qui sont intéressés parce que finalement des fois on se lance dans un projet auquel on croit et puis finalement on se rend compte que personne n'est intéressé. On est de toute façon dans un monde où c'est la culture du like, hein, donc je pense que plus un jeu a de likes, plus à mon avis il a la possibilité de sortir, voire de s'étoffer un peu plus. Pourquoi avoir repris Flashback? Pourquoi l'avoir refait? La version HD en fait je l'avais refaite parce que j'avais envie de revenir dessus et d'essayer de faire quelque chose de plus de plus actuel. Parce que je trouve que c'est dommage finalement que le jeu reste dans les cartons, puisqu'au final il n'y a que les anciens joueurs qui ont pu y jouer et le jeu n'était plus disponible nulle part.
Donc voilà, l'idée n'était pas forcément la meilleure. En fait, la manière dont on l'a réalisé n'était pas forcément la meilleure. Mais bon, voilà, il fallait le tenter. Et j'ai l'habitude de tenter les choses et me dire, bah tiens, si un projet peut être intéressant. Donc il n'y aura pas la suite de Flashback, il y en aura une je sais pas. en réédition, hein, je parle, parce que tu avais déjà réalisé la suite. Ouais, après il y a une réédition là actuellement qui est sur Dreamcast. Il y a une version de Flashback qui va sortir sur Dreamcast, qui est la version d'origine en fait, qui a été un petit peu upgradée sur certains aspects, etc. Mais principalement, on a voulu respecter vraiment le cahier des charges et faire en sorte, ce que je trouve dommage, que en fait, le jeu ne soit pas disponible. Et actuellement, le seul moyen d'y jouer, c'est en émulation. Et des fois, c'est compliqué de trouver les datas, etc. Justement, en ce moment, on est un petit peu dans la partie rétro gaming. Bon, au-delà des Raspberry Pi qui permettent de faire quand même pas mal de choses là-dessus, et puis bon, des abandonware entre guillemets. Il y a eu la sortie de la mini NES, mini Super NES. Il y a la mini Mega Drive. Oui. Flashback est dessus? Non, il n'est pas dessus, mais il n'est pas exclu qu'effectivement qu'on puisse faire une version de Flashback sur la un petit retour sur dessus. Dernière question. Un nouveau projet? Pour l'instant, difficile d'en parler, c'est toujours un peu confidentiel ou un peu en... Ouais, et puis c'est surtout en chantier, donc ça bouge beaucoup et on met les idées, puis on mélange un petit peu la soupe et puis on essaie de trouver quelque chose qui sera intéressant, donc c'est difficile à... Un thème en particulier au moins? Moi je suis assez SF, donc ça restera probablement ça restera dans la SF. On te remercie Paul Cussé. Merci à vous. Au revoir, merci. Au revoir.